Science et pouvoir. La société cybernétique. La modélisation des comportements humains comme outil de gouvernance. La cybernétique est la science du contrôle des systèmes autogouvernés. Cette ancienne religion, devenue science, comme dirait Tolstoï, s'appuie sur la technologie et fait déjà partie de notre réalité. Elle est utilisée à des degrés divers par des appareils publics ou privés comme outil d'organisation et de prédiction. Il semble que la cybernétique soit une sorte de prolongement, voire de réalisation de l'idéal scientiste, pour lequel il s'agit d'organiser scientifiquement l'humain, selon la formule d'Ernest Renan. Plus qu'un mode d'organisation, c'est un mode de gouvernance et de contrôle, en tant qu'il est appliqué à l'humain. L'humain statistique. Dès l'étape du recours à la statistique, nous franchissons le pas qui consiste à réduire l'être à un ensemble de variables et d'invariants passés au crible de la grille d'analyse du système. Il faut donc définir, circonscrire ces variables, couper à la hache dans le nuage évanescent de la personnalité pour classer les êtres humains en fonction de caractéristiques personnelles, pour effectuer une sorte de lissage. Il s'agit de rendre l'individu aussi prévisible ou prédictible que possible. Former, mouler, forcer le corps à épouser l'industrie. C'est un mouvement dont on remonte habituellement les origines au Fordisme et au Taylorisme américain. Morcellement des tâches à l'aube de l'ère industrielle. Ainsi que nous l'évoquions, les nécessités pratiques d'un tel mode d'organisation demandent un processus identificatoire et classificatoire de l'humain assez poussé, à partir de caractères idéologiquement muets, sexe, couleur de peau, régime alimentaire, lecture, profession des parents, etc. Des caractères idéologiquement muets que l'esprit de ce temps torture pour les faire parler, cristallisant sur eux les militantismes politiques dits de communauté. Au-delà du citoyen et de ses revendications, il y a le consommateur. Et le consommateur de produits politiques, c'est-à-dire l'électeur. Il s'agit donc d'étudier à la loupe nos pratiques, nos envies, nos réactions, et de nous proposer une offre de produits, y compris idéologiques et spirituels, adaptés à notre niveau de conscience. Le consommateur, la ressource humaine et l'électeur doivent être recensés, mesurés, évalués et jaugés à partir des données recueillies sur le marché du Big Data. Google et les réseaux sociaux
sont une manne géante de données personnelles et un moyen de sonder en direct et 24 heures sur 24 les tendances, les humeurs, l'évolution des habitudes collectives, les avis les plus partagés, etc. Essentialisation de l'identité. Il est en conséquence nécessaire au système de gouvernance cybernétique de faire fi du facteur humain pour les besoins de l'algorithme. S'impose donc une fabrication industrielle de l'identité. On parlera ainsi d'identité sexuelle, culturelle, politique, etc. Et on transforme un acte, un caractère physique ou une humeur passagère en définition de l'être. Éludant le problème de la violence authentique liée à cette réduction de l'être à une suite de chiffres, le système de gouvernance cyberbureaucratique tend donc à nous encourager à rendre définitoires et définitifs nos états de l'être et les amène irrémédiablement à se percuter à des adversaires désignés dans une forme de standardisation des conflits et des luttes. Chaque niche identitaire se voit attribuer un adversaire moral identifié. Dans une structure relationnelle vaguement fondée sur la dialectique, le clash, de la victime et du bourreau, les femmes contre les hommes, les végétariens contre les omnivores, etc. La toile de fond de ces conflits, c'est une opposition entre progressisme et traditionnalisme. Le progressisme politique apparaît de fait comme une mise en conflit des variations humaines sur fond d'égalitarisme. On utilise les différences humaines pour essayer de les lisser dans le but d'éradiquer les conflits. Tout cela associé à une technophilie et rejoignant parfaitement le processus cybernétique qui a besoin de cases pour alimenter ses algorithmes organisationnels et prédictifs. Dans sa tendance à instituer des victimes et des bourreaux par essence, la moralisation du conflit standardisé de ces catégories de population inspire indéniablement quelques inquiétudes pour l'autonomie de la pensée et la liberté individuelle. Dans le contexte d'une innovation technologique sacralisée et d'un formatage autoritaire des identités, se voit notamment rouverte la porte inquiétante de l'eugénisme de sinistre mémoire. Nous avons affaire à un système à la logique fallacieuse depuis ses prémices, c'est-à-dire la statistique appliquée à la réduction de l'humain, jusqu'à son aboutissement logique, le totalitarisme, le terrorisme. Logique de l'anti-liberté, logique réductrice de l'humain à la performance et à la productivité, logique dénuée de conscience, de cœur, de souplesse, de compassion, etc. Bref,
de tout ce qui fait l'humain, donc logique qui identifie l'humain à la machine. Une gestion idéale de la population dans le cadre d'une organisation scientifique de l'humanité réclame des humains programmés ou programmables. Nous l'avons vu, la machine qui calcule réclame des machines humaines calculables et contrôlables. Pour leur bien, cela va sans dire, mais tout de même sans trop leur en parler. Des équipes de recherche sont mises au travail dans les années 40-50 autour des conférences MESSI aux États-Unis. Les conférences MESSI, une sorte de think tank qui regroupe des membres influents de la communauté scientifique et même artistique. Il s'agissait d'élaborer une science permettant de prévoir et de contrôler le comportement humain à travers la programmation d'un homme nouveau, un homme anti-autoritaire. Plusieurs concepts formés à l'époque font aujourd'hui partie de notre imaginaire quotidien. Le préfixe cyber date de cette époque, ainsi que le concept forcément nouveau selon lequel cerveau égale ordinateur, suggérant une fusion de la conscience et de la machine et identifiant l'organe à une pièce détachée, un organe rendu indépendant du reste du corps, échangeable, réparable, assurable, remboursable, voire candidat à l'obsolescence programmée pour faire marcher le commerce. La chosification des êtres humains est palpable partout aujourd'hui. Depuis le ridicule du vocabulaire professionnel, l'humiliant terme de ressources humaines, d'employés, de N+1 ou -1, etc., jusqu'à la réalité la plus sordide de la traite humaine, enfants travailleurs des mines, achat et vente de nourrissons issus du ventre de travailleuses de l'utérus, sans parler du trafic d'organes, pardon de rappeler cela. Tout ceci se produit dans une indifférence quasi générale. Le marché ne peut être immoral puisqu'il est amoral. L'indifférence apparente, car la conscience souffre quand même, cette indifférence apparente à la souffrance d'autrui, détectée par le psychologue Stanley Milgram, semble le résultat d'un processus de soumission à l'autorité, et pas n'importe laquelle, l'autorité scientifique. Milgram montre donc par une série d'expériences de psychologie, déclinées en plusieurs variantes, que l'autorité intellectuelle peut se faire expertise morale. C'est autorisé, c'est pour la science. Dans son protocole expérimental qui teste les conditions de la soumission à l'autorité, le moyen de pression utilisé pour provoquer l'obéissance n'est pas la force contraignante ou la menace, mais une pression d'ordre psychologique, intellectuel. Il s'agit d'un discours ayant les habits de la raison pour amener les sujets à obéir à des injonctions et des ordres qui entrent en conflit avec leur sens moral. Le totalitarisme de la cybernétique
c'est précisément le fait de prendre en charge la totalité des caractères humains, y compris l'éthique personnelle, tenir le rôle de la conscience. Aux yeux de la population, l'autorité scientifique est donc peu à peu devenue prescriptive en matière de morale. Une religion a pris les habits de la science, nous verrons plus tard pourquoi. Au-delà du conditionnement de l'esprit, et pour faire accepter cette chosification assez suspecte de l'humain, il faut qu'elle nous semble désirable. Il s'agit donc d'imprégner l'inconscient collectif de cette idée qu'il est souhaitable, bon pour nous, de nous robotiser dans nos pratiques quotidiennes, jusque dans notre corps, qui dans sa maison connectée pourra échanger directement des données avec le frigo et ouvrir les portes sans avoir à toucher les poignets grâce à la puce RFID glissée sous la peau de la main. Des intérêts financiers énormes se trouvent en collusion autour des projets des entreprises de la Silicon Valley, Google en particulier, qui sont à la fois championnes de la collecte de données personnelles et à la pointe dans le domaine d'une médecine, entre guillemets, technologique, dont le matraquage publicitaire vise à présenter l'immortalité humaine comme horizon inéluctable. Vieille histoire faustienne, remise au goût du jour. Auprès de l'opinion publique, il faut donc faire passer la prothèse ou l'implantation de nanotechnologie non pour un handicap ou un piratage de notre nature, mais pour une amélioration ou une augmentation de nos capacités. En tant que développement de la cybernétique appliquée au corps humain, le transhumanisme considère ce dernier comme une machine imparfaite, à rectifier à l'aune de la technologie. Rien n'étant plus machinique qu'une machine, l'humain serait donc toujours une machine imparfaite aux yeux, si elle en avait, d'une machine, si elle était consciente. On adopte le point de vue de la machine pour juger de la compétence de l'humain. De l'homme nouveau des nazis et les cartes perforées d'IBM à l'homme augmenté d'un plan des transhumanistes, on reconnaîtra que c'est d'abord dans le choix de ses moyens que l'utopie tourne assez rapidement au cauchemar. Différents penseurs et artistes se sont alertés de ces attaques à l'intégrité humaine. Humain amputé dès lors qu'on le simplifie. Cette offensive idéologique qui fait régresser la nature au rang de technique inachevée est souvent qualifiée par ses adversaires d'anthropophobie dès les débuts de la cybernétique. Si les esprits sont nombreux pour percevoir la menace qui pointe derrière la promesse d'une sécurité et d'un confort toujours plus accru grâce à une surveillance, une gestion généralisée, tous n'expriment pas les mêmes recommandations pour échapper à ce fœtus de société totalitaire qui cherche à croître. Parfois même les adversaires de cette société qui s'annonce s'opposent radicalement sur les solutions. Prenons par exemple Theodore Kaczynski. Theodore Kaczynski
connaissait les conférences Messie. Il avait lui-même participé à son insu à de sordides expériences de psychologie pendant ses très brillantes années d'études à l'université de Harvard dans les années 50. Devenu enseignant en mathématiques, il perçoit les dangers de la cybernétique et de la société surtechnicienne. Il démissionne, se retire pour une vie solitaire dans la forêt et finit par tomber dans l'action terroriste en envoyant des colis piégés à ses anciens collègues. Surnommé Una Bomber par les enquêteurs, il se rend coupable de 3 morts et de 23 blessés. Sur plusieurs dizaines d'années, la police ne parvient pas à l'identifier. Il finit par obtenir la publication de son manifeste dans la presse. Le texte de Kaczynski décrit une société du confort et de la facilité, orientée idéologiquement par des personnes d'autorité qualifiées de sursocialisées. Il décrit une idéologie politique à tendance totalitaire, le progressisme, qui tente à prendre en charge nos moindres besoins ou désirs pour les détourner vers ce qu'il appelle des activités de substitution dans lesquelles on peut par exemple ranger le fait d'avoir un emploi ou des loisirs. Tout ce qui ne répond pas à des besoins essentiels se voit ainsi qualifié d'activité de substitution, c'est-à-dire instrument de distraction, de divertissement, de détournement de notre nature. Toujours selon Kaczynski, l'humain serait mu avant toute chose par la recherche d'un auto-accomplissement. Ce dernier étant détourné par la société cybermarchande et cyberpolitique à ses propres fins. Kaczynski écrit « Les gens n'ont pas la possibilité de mener à bien de façon normale leur auto-accomplissement. Voilà selon nous la raison primordiale des problèmes sociaux et psychologiques. Le processus d'auto-accomplissement est donc perturbé dans nos sociétés, faute d'objectifs réels et d'autonomie. Mais il est aussi perturbé à cause des aspirations qu'il est impossible de satisfaire réellement, quels que soient les efforts fournis. Ainsi, le besoin de sécurité. Ce besoin de sécurité, de confort, apparaît donc comme l'aliment principal de la société du contrôle. Sans doute Kaczynski l'a-t-il lu chez Jacques Ellul, qui malgré un diagnostic assez proche, propose au contraire des solutions valables. Sans doute que le passage au terrorisme comme moyen annule lui-même sa fin, s'auto-annule en utilisant le moyen des actes fascistes pour dénoncer le fascisme. Tournons-nous vers Ellul et le choix de la non-puissance. Jacques Ellul, ce pionnier de l'écologie politique, spécialiste de Marx, critique de la société technicienne, choisit les moyens contre la fin, confiant sans doute la fin à la providence. Il est exclu qu'Ellul le chrétien puisse choisir la sécurité contre la liberté, car la liberté, c'est l'intuition, la foi, l'endroit où se loge l'inaccessible confiance, l'intouchable, le sacré en l'homme. Chez Ellul, la liberté, c'est le risque de la foi, mais c'est aussi le refus d'accomplir tout ce que notre puissance permettrait. Ce n'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on doit faire quelque chose. C'est alors le choix de la non-puissance, la maîtrise de la puissance surpassant la puissance elle-même. La force qui se sait,
qui se connaît elle-même et n'a plus besoin de se manifester. Ellul, c'est la morale de celui qui peut mais ne veut pas. L'opposé est peut-être le remède au terrorisme. On peut trouver une expression de la perfection dans l'autonomie, la beauté, la cohérence, l'efficacité, les capacités régénératives du corps humain, animal ou végétal. Quand on découvre un organe, il ne nous vient pas à l'idée de nous dire que cet organe pourrait ne servir à rien. En notre fort intérieur, nous avons la conviction que chaque élément de la création, chaque organe de notre corps, ou du corps d'un animal, ou du corps d'un végétal, a une fonction et un but. Il y a encore peu de temps, il se disait davantage que la plupart des innovations technologiques n'étaient que d'imparfaites imitations de, par exemple, la toile d'araignée ou du vol du bourdon. Aujourd'hui, on ne nous représente plus le corps humain et la nature comme des êtres souffrants et pâtissants que nous devrions réparer ou améliorer. Mais au-delà des médiations publicitaires, le réel est bien là. La nature est pourtant résiliente. Elle reprend ses droits à la fin de chaque hiver. Les paysagistes dans les grandes villes se battent sans arrêt devant les plantes qui percent le béton. La machine sera irrémédiablement piratée par la liberté la plus intime de l'humain, le refus d'exploiter tout ce qui est exploitable. La liberté humaine, véritable grain de sable dans une mécanique bien huilée.